De livres sterling, c'est le montant d'un prêt d'accord que la Grande-Bretagne a fait signer à l'Ukraine en vue de la fournir davantage d'aide militaire, un financement garanti non pas par les contribuables britanniques, mais par les bénéfices des actifs russes gelés. Outre cela, une enveloppe de 1,6 milliard de livres sterling d'Export Finance sera mise donc à disposition de l'Ukraine pour l'achat de plus de 5000 missiles de défense aérienne. Ces missiles seront fabriqués à Belfast, ce qui, selon Starmer, le Premier ministre de la Grande-Bretagne contribuera à soutenir l'industrie de défense britannique. Voilà, faites l'annonce donc par Keir Starmer ce 2 mars 2025 au sorti du sommet européen de Londres sur l'Ukraine. L'Europe ne voudrait pas perdre la face dans ce qui se joue comme nouvelle reconfiguration de la carte géopolitique du monde. C'est notre sujet d'accueil de ce matin. Nous allons mettre le cap par la suite sur la crise qui sévit entre Paris et Alger alors qu'il semblait confidentiel. Un document du ministère français de l'Intérieur que dirige Bruno Retailleau a fuité. Le document titré « Crise politique avec l'Algérie, de la nécessité d'engager un rapport de force » dresse le constat de la dégradation des relations franco-algériennes et dévoile un plan visant à accentuer la pression sur Alger. Il s'agit d'une feuille de route pour l'établissement d'un rapport de force avec l'Algérie pour lequel avait plaidé Bruno Retailleau après l'attaque du couteau de Mulhouse. Dès lors, Paris, à travers son ministère de l'Intérieur, préconise des mesures de restriction massive pour faire pression sur Alger. Des mesures qui sont d'ores et déjà rentrées en vigueur depuis le 2 mars dernier. Nous allons tenter de comprendre les causes profondes de cette attitude de la France vis-à-vis de l'Algérie. C'est le sujet principal de Foyer Matin du lundi 3 mars 2025, première livraison de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Un plaisir, amis téléauditeurs, de vous recevoir ce matin pour cette nouvelle édition de For You Matin sur les antennes de For You Media Africa. Nous l'avons annoncé, nous aurons deux sujets. Un accueil qui concerne bien sûr une forme de riposte européenne sur la résolution du conflit russo-ukrainien alors qu'il avait donc quitté précipitamment la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky s'est retrouvé dans les bras des Européens au sommet donc qui a été organisé pour la circonstance du côté de Londres, présidé par le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer. Au sorti de là, des mesures qui visent à assurer la sécurité, dit-on, de l'Ukraine, après notamment la résolution du conflit, que l'Ukraine soit davantage armée et ait des possibilités de se défendre pour que pareille agression, selon les termes bien sûr utilisés par Keir Starmer, ne puisse plus exister. Par ailleurs également, le Premier ministre britannique a eu à évoquer que la Grande-Bretagne va donc apporter un apport supplémentaire, mais un apport qui vise bien sûr des prêts de 2,2 milliards de livres sterling, mais également aussi 1,6 milliard de livres sterling. C'est le sujet d'accueil et puis nous allons aller du côté de la France et de l'Algérie. Le ton monte encore davantage. L'Alger qui a donc une pression française. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui est en train de concocter un document qui vise davantage à ternir les relations qui existent entre l'Algérie et la France. Les restrictions massives ont d'ores et déjà commencé après la sortie du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il faut souligner qu'il avait été annoncé que des mesures seraient prises, notamment la suppression de certains visas vis-à-vis des dignitaires algériens qui séjourneraient donc du côté de la France. On y va déjà sur ce point. On tentera de comprendre tous ces éléments avec nos invités. Du côté de Zoom, honneur aux dames, Linda Labaroué. Bonjour, merci d'avoir accepté d'être des nôtres ce matin. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bonjour à tous vos invités que vous allez présenter. Bonjour à toute votre équipe qui travaille pour que l'Afrique puisse s'éveiller. Et bonjour à tous les Africains, que ce soit sur le continent ou en dehors du continent africain. Merci encore à vous et à vos côtés pour échanger avec nous ce matin, Henri Atangana. Monsieur, bonjour, bienvenue. Bonjour. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Bonjour à Madame Larbaoui.
Bonjour aux panélistes, aux autres qui éventuellement viendraient se joindre à nous. Bonjour à tous les panafricanistes. Encore une fois, merci de m'avoir invité sur Forum Média. Hmm. Nous allons commencer ce sujet de l'Ukraine avec vous, Henri Tangana. Est-ce que vous pouvez comprendre véritablement les raisons profondes du sommet sur l'Ukraine qui s'est tenu du côté de Londres, alors que pratiquement les dés semblent piper pour l'Ukraine et derrière l'Union européenne? Oui, enfin, je peux comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, je peux développer une thèse en la matière comme j'aurais pu développer une antithèse. Enfin, pour l'instant, vous m'avez demandé de développer une thèse en la matière. C'est-à-dire d'étayer des éléments qui justifieraient, des éléments rationnels qui justifient ce qu'il se passe. Hmm. Alors, vous avez vu qu'à la sortie du sommet, il y a des annonces. La première annonce, c'est prêter de l'argent à l'Ukraine. Ah, c'est banal. Banal, non, c'est pas si banal. Parce qu'on se demanderait quand même, c'est pourquoi faire ces sommes d'argent. Parce qu'il y a deux types de prêts, sont les prêts à la reconstruction ou alors les prêts pour l'aide militaire. C'est pas la même chose. Très bien. Je vais quand même vous faire remarquer, ces prêts sont libellés en livres sterling. Hmm. Et sur ce plateau, j'avais dit aux gens, à chaque fois que vous faites un prêt, demandez-vous toujours en quelle devise c'est libellé. Ça change pas mal de choses. Parce que ça veut dire que vous allez rembourser en livres sterling. Et là, il faut déjà comprendre le monde financier moderne, comment il fonctionne. Parce que beaucoup de gens pensent que les monnaies s'équivalent. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai l'euro, je le transforme en livre sterling. Ou si j'ai le livre sterling, je le transforme en dinar. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en vrai, en réalité. Je ne vais pas rentrer dans les considérations, mais pour que les gens comprennent mieux, il faut que je leur explique la finance moderne. J'entends toujours par finance moderne la finance à partir de 1971 où les devises ne sont plus étalonnées à l'or. Donc il n'y a plus d'équivalence entre monnaies en réalité. L'équivalence entre monnaies n'est qu'un jeu de confiance. C'est l'équivalence entre monnaies n'est que la présence, la demande d'une monnaie. Qu'est-ce qu'on a créé là? Une demande de la livre sterling. Ah, c'est ça qui se passe, on a créé une demande de la livre sterling dans le marché pour soutenir la livre sterling. Je ferme ce côté qui est financier, un peu technique. Ça veut dire que c'est exactement comme quand, pendant la guerre, les Américains donnaient de l'argent, mais là, libellés en dollars. Ah ben, c'est pour soutenir, c'est pour créer la demande en dollars. Bon, très bien. Donc, je ferme là. Donc, c'est la première chose. Vous voyez très bien que l'Angleterre, les Européens essayent de ne pas, contrairement, c'est pas une aide. Ça, en fait, c'est pas rater le gâteau. C'est ça que ça veut dire en réalité, c'est ne pas perdre le gâteau Ukraine dont ils pensent que les États-Unis veulent prendre le plus gros morceau. Et pourquoi les États-Unis veulent prendre le plus gros morceau? Parce qu'ils ont donné de l'argent pendant la guerre. Ils essaient de reconstruire en investissant de l'argent, en ayant des retombées de cet argent. Vous voyez que sur ces sommes-là, eux aussi veulent s'agripper. Mais les raisons qu'ils vous donnent, ce ne sont pas les raisons réelles. C'est toujours ça le problème, et c'est d'ailleurs pourquoi vous nous invitez, pour ouvrir les yeux des gens à la réalité financière. J'ai toujours dit, il n'y a pas de géopolitique sans intérêt financier. C'est quand vous voulez comprendre ce qui se passe, une décision géopolitique, ben regardez comment ça se passe avec l'argent, comment ça se passe avec la monnaie, et comment les flux d'argent s'établissent, les flux d'intérêt économique s'établissent. Vous allez plus aisément comprendre que si vous regardez ça sous l'angle moral. Et le deuxième aspect de ce prévisible, c'est qu'ils ont encore ajouté de l'argent sous forme d'armes, en livrant des armes fabriquées, ça veut dire développer l'industrie d'armement. C'est eux qui le disent. Quand ils disent qu'ils vont livrer de l'argent pour développer des missiles, c'est pour développer l'industrie des missiles britanniques. Moi, je vous décode, je décode le signal pour monsieur tout le monde dans mon travail de lire les dessous. Mais ce n'est pas parce qu'ils aiment l'Ukraine et qu'ils estiment qu'ils doivent aider l'Ukraine. C'est ça qu'il se passe. Le troisième élément qui est un élément qu'il faut soulever, c'est qu'ils ont dit
que l'argent ce n'est pas le contribuable britannique qui paye. Ils ont dit quoi? Ce sont les intérêts des avoirs russes qui garantissent les prêts. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce que ça veut dire? Beaucoup de gens ont compris ça, mais non, rien compris. Quand j'entends par rien compris, ils ont entendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Garantir un prêt. En pratique, ça veut dire que si l'Ukraine ne rembourse pas, ils vont prendre les intérêts des avoirs russes qu'ils ont gelés. C'est ça qu'on appelle garantir. Hein? Et si je vous garantis votre prêt, c'est que je suis en train de vous expliquer que vous pouvez aller prêter de l'argent, je vais chez votre banquier, je garantis. Ça veut dire que si vous ne remboursez pas, c'est moi qui rembourse. Voilà. Mais sauf que, vous savez, quand on dit ça comme ça, beaucoup de gens croient avoir compris quelque chose. En réalité, les gens n'ont pas compris. Donc, c'est la raison pour laquelle vous nous proposez d'analyser sous des angles beaucoup plus sharp, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des angles beaucoup plus pointus. En réalité, décoder la réalité. Voilà donc ce que ça veut dire. Mais attention, du point de vue géopolitique, c'est pas bien. Parce que la Russie peut considérer ça comme une déclaration de guerre. À partir du moment où vous mettez la main sur ce qui appartient à un autre État, vous mettez la main. Ça veut geler, ça veut dire quoi? Je vous empêche de les utiliser, c'est une sanction. Et les sanctions, c'est toujours dangereux. Vous vous souvenez, Keynes qui disait, les sanctions de la Première Guerre mondiale vont conduire à la Deuxième Guerre mondiale. Relisez le traitement intellectuel de l'affaire, parce qu'il y a le traitement historique des faits, et puis il y a l'analyse. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Donc là, vous êtes en train de dire que non seulement vous avez gelé les avoirs de quelqu'un, mais les intérêts de ces avoirs, ce n'est pas votre propriété. D'abord, en gelant les intérêts des Russes, vous violez le droit de propriété. C'est-à-dire, j'ai mon argent dans mon compte, c'est mon argent. Tu arrives, tu dis, je gèle ça, parce que c'est dans tes banques. Même si cet argent est libellé en euros ou en livres sterling. C'est mon argent. Donc, dans les démocraties modernes, il y a un sacré saint principe, la non-violation de la propriété. Alors, quand vous dites, je prends cet argent qui appartient à la Russie, et attendez-vous à ce que la Russie ait envie de récupérer cet argent d'une façon ou d'une autre. C'est comme ça que les guerres se déclenchent. Après, quand vous entendrez que vous avez pris notre somme d'argent il y a 10 ans, et maintenant, vous devez nous rembourser. C'est d'ailleurs ce qui va se négocier en Ukraine. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer en Ukraine? La Russie va dire, c'est l'Ukraine qui a provoqué la guerre. C'est l'Ukraine qui est responsable. L'Ukraine doit me dédommager. Vous avez vu comment la Deuxième Guerre mondiale et la Première se sont soldées. On a demandé à l'Allemagne de payer. Et l'Allemagne a perdu ses colonies. C'était une sanction pour dédommager le fait qu'elle ait déclenché la guerre. Vous croyez que ça va se passer différemment en Ukraine? La Russie va dire, écoutez, moi, c'est vous qui avez fait que je déclenche la guerre, donc vous me remboursez mon effort de guerre. C'est ce qui est en train de se négocier. Les Américains vont dire, ben quoi, moi, je vous ai prêté de l'argent pour faire la guerre, vous me remboursez mon effort de guerre. C'est le contrat que Trump voulait signer, essaie de signer avec l'Ukraine. Et les Anglais disent, on est quand même là aussi. Donc, c'est très dangereux du point de vue diplomatique, cette annonce britannique. Je sors par là pour un premier jet. Je n'ai plus votre retour plateau, je ne sais pas. Je n'ai pas de retour non plus. Un petit souci technique.
portent, sûrement. voilà, il y a deux pays européens qui portent notamment cette question où il faut davantage soutenir l'Ukraine, il faut davantage porter, puisque le Premier ministre du Royaume-Uni l'a évoqué, il y a la France et la Grande-Bretagne qui sont mises en avant. De l'autre côté, il faudrait qu'il y ait une sorte de coalition volontaire pour certains pays qui voudraient bien soutenir l'Ukraine. Tous les pays européens ne sont pas forcément appelés dans cette forme-là. On peut déjà avoir le cas de l'Allemagne qui n'a pas toujours été présente ces derniers moments. Cependant, tout se base sur la sécurité, en fait, l'apport des États-Unis pour que la sécurité soit véritablement garantie. Est-ce que, dans le fond, c'est peut-être notre point de vue que je voudrais vous poser sur la même question que j'ai demandé tout à l'heure à Henri Tangana. Pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de soit d'entêtement, soit de démontrer une certaine puissance européenne, alors que si on va sur l'échiquier de la comparaison, la puissance européenne ou encore même britannique n'est pas grande chose face aux États-Unis ou encore même à la Russie. Parce que là, il s'agit du fait que les États-Unis ont décidé de sortir de l'OTAN et l'OTAN, dans son ensemble, a son premier pouvoir, sa puissance militaire du côté des États-Unis. C'est à moi la question? Elle est à moi? Oui, elle est à vous, Linda. Ben écoutez, quand vous parlez des Britanniques et des Français, donc nous parlons des deux anciennes puissances coloniales. La France est terminée. Sa puissance est finie depuis Yalta. La France, c'est l'empire qui ne veut pas mourir. Le livre l'a bien expliqué. Donc, elle a continué à exister, mais tout en ayant les États-Unis sur le dos. Les Anglais, c'est des anglo-saxons. C'est eux qui ont fondé les États-Unis, c'est-à-dire la colonie qui est en Amérique du Nord. Donc, le lien est resté. Et les Américains, après la Deuxième Guerre, ils ont hérité justement de cet empire colonial des bases anglaises et également des axes maritimes. Et c'est comme ça qu'ils ont construit leur puissance. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les États-Unis sont en train de laisser tomber l'Europe. Ils changent leur politique. Dans le futur, on ne parlera plus de géopolitique, on va parler de géoéconomique. Et pour casser la Chine, ils essayent de s'allier à la Russie. Pourquoi la Russie? Parce qu'il y a le pôle Nord, où il y a énormément de richesses, et le réchauffement de la Terre actuellement va dans le sens des Américains. Les Américains ils peuvent se passer de l'Europe aujourd'hui et ils peuvent se passer des richesses que nous avons en Afrique ou en Asie. Et quand je parle de l'Asie, je parle également du Moyen-Orient, bien sûr, et puis des pays du Golfe. C'est ça qui fait que les États-Unis veulent récupérer, annexer le Canada, le Groenland et ouvrir une autre route pour le commerce. Cela va contre la Chine, bien évidemment. Les Russes, eux, n'ont pas confiance aux Américains, puisqu'ils savent très bien que tout leur problème est arrivé des Américains. Qui sont ces Américains? Ces lobbies viennent de l'Europe. Trump lui-même vient de l'Europe, c'est un Allemand. Donc, ce lobby européen qui détient toutes les décisions aux États-Unis, essaye de s'allier à la Russie. Les Européens se retrouvent dans l'embarras. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 grandes guerres. Il ne faut jamais oublier la guerre napoléonienne qui a usé l'Europe. Après, il y a eu la guerre 14-18, la guerre 39-45, et puis des conflits armés qui n'ont jamais cessé, où les Américains ont annexé les Européens avec l'OTAN. L'Irak, l'Afghanistan, le Yémen, il y a tout, même la Libye, la Syrie en dernier. Donc l'Europe est usée. Et l'Europe c'est un continent qui n'a pas de richesse. La seule richesse qui existe en Europe, elle est au Groenland. Et Trump veut récupérer le Groenland. Il veut acheter, il veut annexer, donc il fait des propositions. Il ne faut jamais oublier aussi que Trump, c'est un homme de transactions. Il est dans l'immobilier, il n'a pas une appartenance vers la terre, il ne connaît pas. Pour lui, un bout de terre, on peut le vendre, on peut l'acheter.
Il y a cet esprit-là, et c'est pour cela que Trump a été choisi par l'État profond américain. Les Européens aujourd'hui, ils veulent continuer à avoir un peu de richesse, et ce peu de richesse, on parle de l'Ukraine, quelque chose que Trump veut récupérer également. Et puis, il se donne le droit de récupérer l'Ukraine au profit des États-Unis pour les richesses qu'il y a sur ce bout de terre, comme il le dit lui-même. Les Européens n'ont pas le choix que de soutenir l'Ukraine, ne serait-ce que pour avoir un peu de terres rares, un peu de zinc, un peu de fer, un peu même du charbon. Donc, ils veulent continuer à soutenir l'Ukraine, qui peut être une source, bien sûr, de matières premières, et à condition que l'Ukraine reste un endroit non armé, une république, de ce qui va rester de l'Ukraine, une république non armée, pour ne pas qu'ils s'affrontent avec les Russes, ce que les Russes demandent depuis très longtemps, depuis 91 d'ailleurs, à la fin de l'Union soviétique. Les Français et les Anglais, ils veulent continuer à exister en tant que puissance internationale, mais il y a d'autres puissances qui sont en train de naître. Ce n'est pas possible. Ils veulent se donner les moyens de continuer à régner, mais les États-Unis et les Russes, s'il y a négociation, donc nous sommes dans Yalta 2, cette fois-ci, les Européens n'auront plus de rôle à jouer, ni en Méditerranée, ni ailleurs d'ailleurs, parce que le bassin méditerranéen, la puissance est en train d'être transférée en Afrique. Tout ce qui était puissance côté ou Méditerranée Nord, c'est la Méditerranée Sud qui est en train de récupérer à partir de l'Algérie, et puis ça descend. Et nous voyons même des pays de la AES qui prennent de la force. Donc, il y a un changement géopolitique radical qui fait que les Européens ont été usés par tous les moyens. Aujourd'hui, l'OTAN ne peut plus exister. Les États-Unis ne veulent plus de l'OTAN. Ils n'en veulent plus, puisque l'OTAN a été fait par rapport à l'océan Atlantique, et l'océan Atlantique n'intéresse plus les Américains. C'est plus le pôle Nord qui intéresse les Américains aujourd'hui. Ils vont laisser tomber les Européens qui resteront dans une bataille, mais à côté de cela, il n'y aura plus le soutien des Américains, et ça, nous l'avons compris, nous sommes en train de le constater. Et les Anglais, ont-ils les moyens avec les Français, ont-ils les moyens de faire face aux Russes? Ce n'est pas possible, ils n'ont pas les moyens. Ils vont essayer de faire durer ce conflit. Concernant les Allemands sont hors jeu depuis la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas parler des Allemands. Ils commencent à peine à mettre de l'argent pour essayer de former une autre armée. L'Italie et l'Espagne, c'est 100% sous la domination américaine, puisque l'Espagne, c'est la marine de l'OTAN qui est basée là. Il n'y a pas d'armée vraiment espagnole. Et concernant l'Italie, c'est plus l'aviation de l'OTAN qui est basée là aussi. Si les Américains se retirent, tout ça va disparaître. Voilà, nous en sommes où? Maintenant, les Chinois, eux, essayent de rentrer dans la négociation, mais beaucoup de gens oublient une chose. C'est vrai que la Chine a soutenu la Russie, mais si la Chine avait soutenu la Russie à 100%, le conflit armé en Ukraine, il n'aurait pas duré aussi longtemps, et la Russie n'aurait pas été usée. Il ne faut pas oublier que pendant que la Russie essayait de s'en sortir de cette guerre, il y a eu le sommet États-Unis-Chine. Il ne faut pas l'oublier, ça, en 2022. Donc, quelque part, il n'y a pas eu trahison, mais il n'y a pas eu un soutien véritable comme l'auraient espéré les Russes quand ils ont formé les BRICS et quand ils ont essayé de contrer l'hégémonie américaine. Il y a eu à San Francisco ce sommet entre les États-Unis et la Chine qui a donné une autre tournure à cette guerre et qui a fait durer cette guerre. Aujourd'hui, les Russes, ils reviennent à Yalta
Et ils n'oublient pas que les Américains les ont trahis également concernant Yalta quand ils ont déclenché l'opération Safari Club en 1976 pour chasser les Soviétiques du continent africain, à commencer par le continent africain. Et également en 1975, donc un an auparavant, quand les Américains se sont alliés aux talibans pour déclencher la guerre en Afghanistan. Donc les Soviets et la Russie, c'est l'héritière de l'Empire soviétique, se sont vus attaquer par tous les côtés. Aujourd'hui, les Russes ont prouvé que c'était une force militaire, et c'est la première force militaire, puisque tout l'OTAN n'est pas venu au bout de la puissance russe. Et c'est une puissance aussi, je dirais, économique, puisque la Russie, on a avec plus de 17 000 condamnations et 17 000 sanctions, et l'économie russe se porte encore bien. Et tout ça fait que les États-Unis ne discutent pas avec le faible. L'Europe est faible, ils n'en veulent plus, c'est devenu un boulet. Ils oublient que le lobby de la mondialisation oublie que c'est lui qui est venu à détruire l'économie européenne. Et aujourd'hui, il veut s'allier aux Russes pour faire barrage au niveau économique à la Chine, mais à l'Inde également. Je vous donne une information et je vais vous l'envoyer maintenant. Hier, les Russes ont détruit en mer Rouge, ils ont détruit un bateau de la MSC qui transportait des armes pour l'Ukraine, et c'est un bateau qui a été affrété par les Anglais pour ramener des armes en Ukraine. Je vous envoie tout de suite le document. Merci. Pour ces informations. Avant toutefois peut-être de revenir pour dire un mot là-dessus, puisque c'est le sujet d'accueil, un sujet principal qui concerne l'Algérie. On va aller du côté de la régie, prendre cet élément où l'Europe est divisée sur le soutien à Zelensky. Bien entendu, de nombreux hommes politiques ukrainiens qui se sont exprimés sur les pourparlers de Washington s'accordent à dire qu'il s'agit d'un désastre. Alexandre Dubinsky, membre de la Rada qui purge actuellement une peine de prison pour trahison envers le régime de Kiev, qualifie la réunion de Washington d'acte de l'effondrement du régime. Il déclare que le Parlement devrait décider de la destitution de Zelensky pour avoir échoué dans sa politique étrangère, perdu la guerre et usurpé le pouvoir. Il soutient aussi pleinement Trump et affirme que le président américain a dit la vérité. Les événements des dernières heures, à savoir l'humiliation publique de Zelensky à la Maison-Blanche, la reconnaissance par Trump de la faillite diplomatique de ce dernier et la perte par l'Ukraine de son soutien inconditionnel de la part des États-Unis, ont été l'acte final de l'effondrement du régime. Non seulement Zelensky a échoué en politique internationale, mais il a aussi amené le pays à une situation où celui qui n'est pas d'accord avec sa ligne politique fait l'objet de répression. J'exhorte à convoquer immédiatement une réunion extraordinaire de la Rada d'Ukraine où le Parlement doit prendre une décision sur la destitution de Zelensky. L'Ukraine doit décider si elle veut continuer à tomber dans l'abîme ou si elle va commencer à lutter pour une véritable indépendance. Un autre ancien député de la Rada, Spiridon Kilinkarov, a déclaré dans une interview que l'Ukraine était sous l'influence du gouvernement britannique qui profite du conflit entre l'Union européenne et les États-Unis. Selon lui, Zelensky met en œuvre la stratégie que les Britanniques ont élaborée pour leur propre pays. Le fait que l'homme politique ukrainien se soit envolé pour Londres immédiatement après l'échec des négociations renforce cette position. Je suis une fois de plus convaincu que la version de l'influence du gouvernement britannique sur les dirigeants politiques ukrainiens n'est pas une théorie de complot, mais bien une réalité dont nous sommes actuellement témoins. Même les médias occidentaux reconnaissent que pour les Ukrainiens, ces négociations sont une catastrophe. Par exemple, The Economist a cité un représentant anonyme de l'opposition ukrainienne selon qui le prix à payer pour ce scandale pourrait être l'ensemble de l'Ukraine. Entamer un dialogue avec Trump de cette manière-là ne lui laisse aucune chance, affirme un député ukrainien de l'opposition. Maintenant, il devra éliminer Zelensky. Je crains que le prix n'en soit tout le pays. Même les députés dans l'entourage de Zelensky sont d'accord pour dire que cette rencontre était une catastrophe. Certains affirment que le président est fatigué après 3 ans de guerre et un long vol transatlantique. Les réactions négatives à l'égard de Zelensky sont surprenantes. Le régime de Kiev combat depuis longtemps toute opposition à l'intérieur du pays,
de sorte que la plupart des hommes politiques préfèrent ne pas s'exprimer sur de tels sujets. On ne peut pas en dire autant des Ukrainiens ordinaires que le régime de Kiev n'est pas en mesure de convaincre. Selon une enquête sociologique récente, la cote de popularité de Zelensky n'est que de 16%. Si des élections avaient eu lieu aujourd'hui, événement que Zelensky évite par tous les moyens possibles, il les perdrait au profit de l'ancien chef d'état-major Valéry Zaluzhny, aujourd'hui ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni. À la réalisation pour cet élément qui nous a été proposé. On va sortir de ce sujet avec une question pour chacun d'entre vous. On ira sur un principe de 5 minutes tout au plus, parce qu'il faudra davantage scruter la question de l'Algérie. D'ailleurs, c'est même ça le thème principal. Henri, au moment actuel où nous nous trouvons, quelle peut être la suite des affaires? L'Ukraine, dans cette situation, se sent-elle reconfortée ou bien, comme dirait un pays, à travers certainement le président Volodymyr Zelensky, qui peut encore dire qu'il y a quelque chose à faire? C'est très difficile à dire, parce que quand on parle d'Ukraine, on parle de qui? L'Ukraine ne s'est réduite pas à Zelensky, et d'ailleurs les derniers éléments, le dernier reportage nous a apporté des éléments pour nous rappeler qu'il y a aussi des parlementaires, et qu'il y a aussi son parlement, son gouvernement peut subir une motion de censure, ou alors une motion de défiance, pouvant conduire Zelensky à quitter le pouvoir. Donc, Ukraine, il y a cette réalité aujourd'hui qui fait que Zelensky allait négocier, mais apparemment il n'est pas soutenu par les Ukrainiens, c'est-à-dire par le gouvernement qui est en fait la représentation du peuple ukrainien. Et puis, après plusieurs années de guerre, je crois que sa posture n'est pas une posture facile à tenir. Il aurait dû un peu plus consulter au lieu de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire faire cavalier seul. M. Zelensky doit se rappeler que l'Ukraine ne lui appartient pas. Il gère l'Ukraine, il préside l'Ukraine, il pilote l'Ukraine. Et dans ce sens-là, il doit beaucoup plus consulter son entourage pour prendre des décisions qui sont des décisions collégiales. Voilà ce que je peux dire d'emblée. Donc, ça sera difficile à dire. Est-ce que M. Zelensky sera destitué par son propre Parlement, par une motion de censure, ou alors il sera toujours là? On peut même imaginer que des pays extérieurs ou des puissances extérieures facilitent la destitution de Zelensky par son propre gouvernement. Vous savez comment ça se passe. Je ne vais pas rappeler la révolution de Maïdan et tout le reste. Vous savez qu'il y a quand même cette possibilité-là. On commence à sentir une société civile qui s'éveille et qui explique que Zelensky a raté. Il faut bien comprendre que quand on lance une guerre, il vaut mieux être le vainqueur. À partir du moment où on est perdant, après la guerre, on boit la tasse, quoi. Parce que quand on s'est noyé, on boit le calice jusqu'à la ligne. Voilà. Donc je pense que c'est très difficile à dire. Il se pourrait que Zelensky soit destitué par son propre gouvernement. Il se pourrait qu'il soit destitué avec l'appui de puissances extérieures. Il se pourrait qu'il démissionne. Il se pourrait qu'il essaie de continuer la guerre, mais il n'a pas les moyens de ça. Mais qu'il essaie de continuer la guerre, ce sera la catastrophe. Parce que le pays est exsangue, que le pays est fatigué, les Ukrainiens aimeraient que la guerre s'arrête. Et s'il va continuer la guerre, pire que ça, sans de véritable soutien matériel, financier, politique, c'est le désastre. Merci. Merci à vous, Henri Atangana, qu'on va retrouver tout à l'heure sur le sujet concernant l'Algérie. Linda, quand on regarde la situation actuelle, pensez-vous que Volodymyr Zelensky est prêt de lâcher? Serait-il en train de jouer le soldat qui est au front et il voudrait mourir les armes à la main que de faire un lay-down? Zelensky sera obligé de se retirer à un moment ou à un autre.
en signant ou sans signer. Il sera remplacé, ça c'est sûr. Mais ce qui est certain aussi, c'est que l'Europe devra trouver une solution à la situation dans laquelle elle est. L'Europe a été le bouc émissaire des USA. Aujourd'hui, les USA, ils lâchent l'Europe après avoir tout usé. Et l'Europe, aujourd'hui, est dans l'embarras. Elle est dans l'embarras. Quand on voit la réputation, par exemple, de la France en Afrique, la France n'a plus sa place, malheureusement, par rapport à la politique qu'elle a menée depuis les fausses indépendances. Les Anglais ne font pas mieux non plus, hein, parce que quand on voit la situation de ce qui se passe en mer Rouge, côté Afrique, les États-Unis, les Anglais sont impliqués. Donc, je voulais dire les Anglais. Ils sont impliqués. Et le Commonwealth, c'est quoi? Eh ben, ils continuent à dominer. Mais aujourd'hui, les États-Unis ne veulent plus du Commonwealth, ils veulent plus de l'OTAN, ils veulent plus rien. Ils veulent s'allier aux Russes pour faire barrage à la Chine. Nous allons vers un autre monde qui est en train de se dessiner. Et cet autre monde, eh ben, se fera sans l'Europe, malheureusement. Et l'Ukraine fait partie de l'Europe. Donc l'Europe va hériter d'un territoire complètement démoli. Les endroits les plus riches ont été annexés par la Russie. Le peu d'endroits qui restent riches, c'est les Américains qui vont devoir récupérer l'argent qu'ils ont mis en place. Mais il y a aussi tous les Ukrainiens qu'on a vus arriver côté Union européenne. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et il ne faut pas oublier aussi qu'en Ukraine, il y a toute une partie pondériste raciste avec un esprit néo-nazi. Mais qui va vouloir de ça ? C'est ça la véritable question. Qu'est-ce qu'on va faire de l'Ukraine dans les temps à venir et comment l'Europe va sortir de sa crise ? Elle veut continuer la guerre, elle peut continuer quelque temps, mais elle n'a plus les moyens. L'Europe ne pourra que s'enfoncer et s'endetter par rapport à cette guerre. Et puis, les Américains, eux, ne veulent plus continuer à provoquer des guerres et puis à provoquer aussi des conflits armés un peu partout. Ils veulent passer à autre chose. Et nous avons remarqué les derniers temps, eh ben, les Américains sont sortis de tout. Il leur reste que le droit du veto, c'est ça qu'ils conservent. Ils ont même condamné le tribunal international. Donc le monde qui a été créé à partir de 1945 s'est effondré. Il est fini. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui est en train de se faire à côté pour trouver un équilibre mondial ? C'est ça les vraies questions. L'Europe n'a plus sa place et donc l'Ukraine est dans l'embarras total. On a entraîné tout un peuple et tout un territoire dans cette guerre. Et aujourd'hui, les Européens n'ont plus ils n'ont pas la force et ils n'ont pas non plus le pouvoir un pouvoir pour faire face à la Russie. Voilà. Merci à vous, madame. On va engager le sujet principal sur l'Algérie. Je voudrais appeler aux téléspectateurs et autres que c'est au cours de ce sujet que nous allons accorder du temps pour ouvrir la ligne d'appel parce que ça va directement en ligne avec notre chère Afrique puisque un des nôtres est justement bousculé. Alors nous parlons des tensions entre l'Algérie et la France. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, veut engager un rapport de force avec Alger. Linda, avec vous, est-ce qu'on peut aller au niveau de la genèse de cette affaire qui conduit aujourd'hui au comportement agressif de la France vis-à-vis de l'Algérie ? Ben écoutez, le rapport de force est déjà engagé depuis très longtemps. Hein. Même sur votre chaîne, vous avez défendu l'Algérie à un moment où il y avait pas mal de fake news qui circulaient sur des médias émiratis, sur des médias aussi français, marocains. Et aujourd'hui, on voit clairement que l'Algérie, c'est l'Algérie qui contre la France. Pourquoi l'Algérie contre la France ? Il y a la proximité. C'est ça que les Africains devraient comprendre. Toute l'Afrique confondue, Tunisie, Libye, jusqu'en Afrique du Sud, en bas, il faut qu'on comprenne qu'il y a cette proximité qui joue. Et sans l'Algérie, qui est la locomotive justement pour faire face à l'Occident, on ne peut pas. La Tunisie s'est rapprochée de l'Algérie pour faire face justement
aux Occidentaux. La Libye est détruite. Le Maroc, c'est la base arrière de la France et Macron ne s'est pas gêné pour le rappeler quand il a visité le Maroc. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste de l'Algérie pour faire face. Mais c'est ça qui dérange. Et le bras de fer a été engagé il y a déjà 3 ans quand la marine algérienne a dépassé la marine française. Ça, c'est déjà un point. Deuxième point, il y a moins de 2 mois, c'est l'aviation algérienne qui a dépassé l'aviation française. Et concernant l'armée de terre, ça, c'est la conviction. Parce que c'est l'armée la plus dure. Si nous avons des soldats qui ont le courage, eh ben, on l'a vu à Gaza, ce n'est pas les blindés qui peuvent faire face à un peuple qui est déterminé. Il y a aussi un autre point qui est très très important et personne n'en parle, c'est que la diaspora algérienne au niveau de la France, les binationaux, il y a 6 millions, c'est énorme. Et il y a 950 000 résidents. Donc nous approchons les 7 millions. Et puis il y a également 2 millions d'Algériens qui ont une nationalité européenne, que ce soit les anciens pays de l'Est ou même l'Espagne, Portugal, Italie, donc l'Europe de l'Ouest également. Le véritable souci, c'est que la France veut faire de l'affaire algérienne une politique intérieure. C'est ça le véritable problème. Et l'Algérie refuse que la question algérienne dépende du ministère de l'Intérieur, puisque l'Algérie est un pays souverain. L'Algérie, elle a son ambassade, donc tout ce qui représente l'État algérien est en train d'être attaqué. Pourquoi ? Encore une fois, et ça a été dit, hein, on ne l'a pas caché, depuis Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait Sarkozy? D'ailleurs, c'est là où la France s'est affaiblie un peu en Afrique. Il a retiré la question des visas au ministère des Affaires étrangères, donc ça permettait d'exercer une certaine diplomatie sur le continent. Et il a donné la question des visas au ministère de l'Intérieur. Mais ce n'est pas toute l'Afrique qui était ciblée. C'est l'Algérie principalement par rapport au nombre des franco-algériens et au nombre aussi de tous les résidents qu'il y a en France. Nous approchons des 9 millions d'Algériens. Ça, c'est je dirais, un héritage très très lourd pour la France. Nous faisons peur à la France. Quand il y a eu le déclenchement du 1er novembre, la guerre de libération, les Algériens en Algérie étaient au nombre de 9 millions. Aujourd'hui, ces 9 millions, nous les retrouvons en France. Et cette diaspora, elle bouge énormément. Il y a plus de 500 Algériens qui sont passés par la Silicon Valley, qui font partie des élites au niveau mondial, et une bonne partie est rentrée en Algérie. Donc, elle participe pleinement au développement de l'Algérie. Il y a des centres qui ont été créés, des tracteurs. L'Algérie est dans la fabrication de tracteurs, de drones, beaucoup de choses se font en Algérie et cela fait peur à la France. Pourquoi ça fait peur? Ça fait peur parce que les Européens ont peur de la vengeance africaine. Déjà, ça c'est un point. Deuxième point, en mer Méditerranée, il ne peut pas y avoir de force. C'est impossible. La mer Méditerranée, aussi grande soit-elle, c'est quand même un petit endroit. On ne peut pas avoir une force algérienne et une force française, d'autant plus qu'il y a un antécédent, je ne dirais pas dans la haine, l'Algérien a dépassé la haine. On ne peut pas progresser avec un sentiment haineux. Donc c'est plus le sentiment de travail. Les Algériens travaillent. Quand on voit en 60 ans, en 62 ans, ce que l'Algérien a réussi à accomplir, je dirais, c'est vrai que l'armée égyptienne est notée première sur le continent, mais l'Algérie est toujours dans l'informel. Je suis sûre que l'armée algérienne dépasse pleinement l'armée égyptienne, d'autant plus que nous sommes dans la fabrication. Actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se faire avec la Russie, par exemple, la fabrication du Sukhoi 57 en Algérie. Ça, c'est un point très important. Et le Sukhoi 57, c'est l'avion le plus performant, l'avion militaire le plus performant. Cela dérange énormément. Et l'Algérie s'implique dans la vie africaine. Ça aussi, c'est important de le souligner.
par rapport à tous les pays de l'Afrique du Nord, avec tout le respect que je dois à tous ces pays-là, mais au niveau des peuples, le peuple algérien se sent concerné par l'Afrique. Les autres peuples, malheureusement, l'esprit colonialiste a fait que le Sahel a coupé l'Afrique en deux. Mais l'Algérie, qui est un pays méditerranéen, mais sahélien aussi, a fait en sorte que nous gardons cette appartenance à ce continent et nous essayons de travailler justement pour que l'Afrique s'émancipe, parce qu'il y a une seule conviction, c'est que pour que l'Afrique se libère complètement, il faut qu'on se mette tous ensemble. Ça, c'est clair. Après, il y a un élément aussi important, c'est que la France a essayé de faire de la diaspora une 5e colonne. Et elle n'a pas réussi. Parce que tout le monde sait, beaucoup de gens le savent, on voit le drapeau algérien partout, on voit les Algériens partout, ils revendiquent leur patriotisme et leur nationalisme. Et ce sentiment patriote et national, ça aussi dérange les Occidentaux et principalement la France. Et c'est ça qui a fait échouer que la France passe de la diaspora algérienne sur son territoire une 5e colonne. Voilà ce que je peux dire en premier. Merci. Merci à vous, Linda, pour ces éléments de éclairage. Henri Tangana, un document qui vise à faire pression sur l'Algérie était donc bien ficelé du côté du ministère de l'Intérieur de France que dirige donc Bruno Retailleau. Le document a fuité justement. Il titrait « Crise politique avec l'Algérie, de la nécessité d'engager un rapport de force ». On a indiqué que le document en fait dresse le constat de la dégradation des relations franco-algériennes, mais surtout voudrait faire pression sur l'Algérie. Quand vous avez écouté l'argumentaire et le développement de Linda tout à l'heure, qui évoque des faits qui font peur à la France, comment est-ce que vous pouvez comprendre un peu la réaction française? Est-ce qu'elle a les moyens? Est-ce qu'elle a la possibilité de faire mal à l'Algérie, ou tout simplement parce qu'il y a un grand nombre d'Algériens qui sont du côté de la France, il n'a pas l'air de 9 millions, et que les Africains, dans leur majorité, aiment bien sûr souvent aller du côté de l'Hexagone? Oui, c'est une situation complexe, parce que d'abord elle est vieille, parce qu'il y a un vieux contentieux historique entre la France et l'Algérie, et puis après, ça ne s'est pas amélioré. Il y a eu des moments de tentatives de normalisation des relations et des moments de tentatives. Enfin, ça ne se passe pas toujours très, très bien. Et ça s'est empiré dernièrement quand, je cite j'aime pas toujours prendre des notes parce que j'aime avoir les choses de mémoire parce que ça coule. Mais donc, quand je regarde les notes, ça me perturbe toujours. Donc, il y a quand le président Macron a déclaré que le plan marocain constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique au Sahara occidental. Cette reconnaissance marque un changement majeur dans la diplomatie du Maghreb. Ça, c'est public.sénat.fr qui dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, la plateforme du Sénat français qui est en train d'expliquer que Macron reconnaissait en réalité que le Sahara occidental appartenait au Maroc, ce qui est inadmissible pour l'Algérie. En réalité, d'où ça vient tout ça? Je vous ai expliqué ici que le gazoduc transaérien qui va du Nigeria par l'Algérie avait pour concurrent, en fait, les Marocains avaient voulu créer un gazoduc concurrent qui devait aller, lui, du Nigeria au Maroc en passant par le Sahara occidental. Et c'est dans le cadre et c'est un projet qui a été soutenu par la France. Et ce gazoduc-là devait passer par le Sahara occidental, et dans la foulée, la France voulait pas, en fait, la France était contre le projet
algérien et supportait plutôt le projet marocain, et dans la foulée, pour les raisons économiques, a fini par reconnaître que le Sahara occidental, enfin, était en faveur de la posture marocaine sur le Sahara occidental, ce qui est inadmissible pour l'Algérie, c'est clair. Donc, à partir du moment où ce pavé était lancé dans la mare, on comprenait ce qui allait arriver. Et d'ailleurs, le transaérien qui passe par l'Algérie prenant de plus en plus d'ampleur, les accords se faisant, nous avons parlé la dernière fois, ça veut dire que celui du Maroc, soutenu par la France, ça ne se passe pas bien. Et moi, je m'attendais à ces tensions-là entre l'Algérie et la France. Évidemment, maintenant, ils essayent de faire pression sur l'Algérie. Ils essayent de faire des pressions en essayant. Parce qu'il faut bien comprendre que les Algériens avaient un régime spécial en France. Je crois que c'était depuis 1965, parce que les Français avaient besoin de main-d'œuvre. Les Africains en général d'ailleurs. Mais ils avaient au début favorisé les Algériens en leur donnant des facilités d'accès sur le territoire français, des facilités d'implémentation sur le territoire français, des facilités d'ouverture de commerce, donc une mobilité beaucoup plus facile, parce qu'on attendait que la main-d'œuvre algérienne aille travailler dans l'industrie d'après-guerre française en pleine croissance, qui avait besoin de mains. Donc, il n'y avait pas que les Algériens. Il faut bien comprendre que c'était majoritairement les Africains de l'Afrique francophone. Mais il y avait un traitement spécifique pour les Algériens, avec la facilitation du visa, avec la facilitation du regroupement familial. Donc, ce sont ces mesures-là que la France essaie de remettre en cause pour faire pression sur l'Algérie. Maintenant, il y a un fait, c'est qu'il y a une grande population algérienne en France. Parce que, malheureusement, les gens qui avaient favorisé ce qu'ils appellent l'immigration depuis De Gaulle, pensaient qu'en fait, les Africains vont y arriver, vont être parqués dans leur coin. Parce que la difficulté de l'immigration française est ceci, c'est-à-dire que vous avez les Français en majorité qui étaient contre l'immigration. Regardez, mais les politiciens leur disaient, nous en avons besoin. C'est ça le problème de l'immigration en France. Les politiciens expliquent économiquement, statistiquement le besoin. D'ailleurs, la population française vieillissante, on explique aux Français qu'il faut les immigrés pour faire des enfants. Sauf que les Français ne veulent pas les immigrés africains. C'est la raison pour laquelle, quand il y a eu la guerre en Ukraine, vous avez vu comment on a ouvert les mains aux Ukrainiens. Parce qu'ils sont ici, il faut dire les choses, parce qu'ils sont blancs. Voilà. Et là, on s'est dit que c'est une facilité pour prendre ces populations-là, pour créer des nouvelles, pour raviver la population française. Et alors, pour les Africains, on aime quand ils travaillent, on aime quand ils font des petits boulots, mais on n'aime pas beaucoup qu'ils viennent être français. Non, on leur reconnaît, en fait, un peu comme si on leur reconnaissait toujours d'être des Français de seconde zone. Ça va se clarifier par un besoin de personnes qui sont en même temps discriminées à l'emploi, en même temps discriminées au logement, et on leur dit « intégrez-vous ». Comment vous voulez que quelqu'un qui est discriminé s'intègre? À partir du moment où vous discriminez quelqu'un, vous lui enlevez tous moyens d'intégration. Voilà ce qui se passe. Et alors, ça a toujours été comme ça pour les Algériens et pour les Africains en général. 2 ou 3 personnes s'en sortent à force de chance, à force de talent, à force de... Mais la majorité est toujours traitée, en réalité, comme s'ils étaient des Français de seconde zone. Et là, on retrouve ça. Et en fait, on demande à des gens de s'intégrer alors qu'on ne veut pas qu'ils s'intègrent. Ça, c'est mon analyse. Et c'est mon analyse de quelqu'un qui est quand même resté 30 ans en Occident. Je peux vous arriver. Quand vous y arrivez, vous n'avez pas les mêmes idées que quand vous y êtes resté 20 ans. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, tout ce qu'on vous dit dans les médias n'est pas conforme à ce que vous y êtes, ce que vous y vivez. On a le cas aujourd'hui de la notion de liberté d'expression. Vous ne pouvez pas être en France et dire que quand vous êtes blanc, vous avez le droit à la liberté d'expression, mais dès que le moment où la personne qui s'exprime devient noire, on lui demande de retourner chez lui. Ça n'a pas de sens. Soit il y a liberté d'expression, soit il n'y a pas liberté d'expression.
Ceci doit être valable pour tout le monde. Vous allez dire, comme vous êtes africain, oui, d'accord, vous, votre liberté d'expression, non, pas beaucoup. Hein. Oui, parler peut-être, mais c'est la raison pour laquelle moi je parle toujours de politique africaine. Parce que j'estime que mon point de vue sur les politiques occidentales, personne n'attend ça. Parce qu'ils ont des géopoliticiens pour en parler mieux que moi. Je sors par là. Merci à vous. On rappelle que le téléphone est désormais ouvert pour les personnes, bien sûr, qui souhaiteraient réagir sur le sujet de l'Algérie et pourquoi pas également sur celui des États-Unis. Linda, avec vous, on va évoquer justement parce que dans ce qui se crée comme carnet caché, puisque le document, s'il n'avait pas fuité, l'on ne serait pas au courant de la gravité de cette situation qui se profile à l'horizon. Il y a des restrictions massives, bien sûr, qui ont été évoqué, proposé donc par Bruno Retailleau pour mettre la pression sur Alger. Parmi cela, on parle des visas ciblant l'ensemble de la population algérienne, y compris les responsables militaires, économiques, ainsi que la suspension de l'activité des compagnies aériennes et maritimes algériennes et la convocation de la vingtaine de consuls algériens en France pour leur rappeler les termes de l'arrangement de 1994 entre la France et l'Algérie sur la réadmission de leurs nationaux. Comment est-ce que vous comprenez et justement cet élément-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver à souligner de la façon la plus claire que directement, là où c'est là, au regard de cette situation, l'Algérie peut se sentir sous pression et aura besoin de réagir? Je vous rappelle, madame, que si nous aurons un appelant, je pourrais vous faire signe entre-temps. Ben écoutez, c'est la France qui est sous pression, ce n'est pas l'Algérie. Réellement, c'est la France qui est sous pression, sinon elle n'agirait pas comme ça. Revenir sur tous les accords. Est-ce que ça nuit à l'Algérie? Non. L'Algérie enregistre une croissance extraordinaire tous les ans. L'Algérie a comme partenaire principal l'Italie, qui est dans l'Union européenne. Deuxième partenaire, c'est l'Allemagne. Et troisième partenaire, c'est l'Espagne. Donc, c'est des pays puissants quand même au niveau de l'Union européenne. Et quand vous regardez la carte géographique, l'alliance qu'il y a avec l'Espagne et l'Italie ne peut qu'enclaver la France. Voilà, ça fait un trait tout droit. Et la France, actuellement, avec tous les problèmes qu'il y a au niveau de l'OTAN et avec les États-Unis, la France lui reste 5% de la mer Méditerranée. Récemment, il y a eu des accords entre Africom et l'armée algérienne. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que si jamais la France bouge, l'OTAN ne peut pas bouger contre l'Algérie. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'armée algérienne a dépassé largement l'armée française. Et nous sommes dans la fabrication. Et il y a une suffisance totale au niveau munitions, c'est une fabrication locale. Et actuellement, on est en train de voir justement, je reconfirme ce que j'ai dit, avec la Russie, la fabrication des Sukhoi 57. Donc l'Algérie elle ne peut pas subir, ce n'est pas possible. Économiquement, nous dépassons la France. C'est la France qui est dans l'embarras. Maintenant, ce qui est dommage, réellement dommage, c'est la désinformation africaine qui nuit non seulement à l'Algérie, mais aussi au continent africain. C'est quoi le Sahara occidental? C'est un dossier qui est onusien. Il ne concerne pas l'Algérie. Vous allez sur le site de l'ONU, c'est là où on trouve la véritable information, parce qu'il y a 150 000 journaux français, marocains et émiratis qui donnent des fausses informations. Allez sur le site de l'ONU et vous tapez « territoire non autonome ». Et là, ça vous donne l'histoire du Sahara occidental. Le Sahara occidental est membre fondateur de l'Union africaine. Il y a la MINURSO, une mission de l'ONU qui est au Sahara occidental. Que veut l'Algérie? L'Algérie veut qu'on passe au référendum prévu par l'ONU pour en finir avec cette colonisation qui nuit à toute l'Afrique. Le Maroc utilise le Sahara occidental pour les produits stupéfiants, le transfert des migrants, mais pour un tas de saloperies. Et là également, vous trouverez tout ce qu'il faut quand vous cherchez là où il faut.
L'Algérie n'est pas concernée par ce dossier. Il faut que les Africains le comprennent une fois pour toutes. L'ONU est concernée, la MINURSO est concernée. Donc arrêtons d'accuser l'Algérie qu'elle veut récupérer le Sahara ou qu'elle est dans le problème du Sahara. L'Algérie défend l'Afrique en défendant ce territoire qui est nuisible à l'Afrique. D'où rentrent les armes pour le Mali, Daesh, tout ça? D'où ça rentre? C'est par le Sahara occidental. Le Maroc a été condamné au niveau européen avec le Maroc Gate concernant ce territoire. Actuellement, là, le Maroc a été condamné par le tribunal aussi européen par rapport à tout ce qui se fait sur ce territoire. Le Maroc est en interdépendance jusqu'en 2056. Ça veut dire que la politique extérieure, notamment le Sahara occidental, c'est la France qui gère. Donc il y a ce problème de désinformation. Deuxième problème, les accords de 68 ont été revus 3 fois. C'est une coquille vide, mais la France le sait. Elle veut utiliser une arme blanche, une arme vide contre l'Algérie. Et puis ces accords, c'est vrai que c'était en notre avantage en 68. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Même le peuple algérien, vous avez remarqué que la diaspora ne parle même pas de ces accords-là. Et ça a été dit même par les Français eux-mêmes. Donc ils essayent d'utiliser des arguments qui ne sont pas valables. Et actuellement, la France est divisée. Quand vous prenez les déclarations de Ségolène Royal, de Villepin, de tous les anciens diplomates et tous les anciens politiciens, ils ne sont pas pour cette agression constante de la part d'un certain lobby israélite sioniste dont Marine Le Pen en fait partie contre l'Algérie. C'est pas toute la France qui est contre l'Algérie, loin de là. Il y a une partie de la France qui a compris que pour rétablir l'économie française, on ne peut pas aller au Mali sans passer par l'Algérie, on ne peut pas aller au Niger sans passer par l'Algérie. Je parlais tout à l'heure de la proximité. La proximité joue un rôle très très important. Et c'est l'Algérie, qu'on le veuille ou pas, au niveau méditerranéen où se passe 55% du commerce international, c'est l'Algérie qui joue un rôle. Voilà, c'est ça qui est plus important. Maintenant, concernant le Sahara occidental, je conseille à tout le monde d'aller voir territoire non autonome au niveau des Nations Unies, ou même mieux, les Américains ont déclassifié il y a 2 ans et demi des documents, je vais vous les envoyer là tout de suite, ils racontent l'histoire du Sahara occidental, que c'était une volonté française et américaine pour occuper ce territoire et empêcher l'Union soviétique de se mettre en Atlantique, d'où l'Alliance transatlantique. Qu'on arrête d'aller sur les sites marocains et les sites français concernant le Sahara marocain. Que fait la MINUSMA alors sur ce territoire? Que fait l'Algérie? A hérité d'1 million de Sahraouis qui vivent sur un territoire algérien une fois qu'ils ont été bombardés avec le phosphate. Est-ce que ces gens-là, c'est des Africains ou pas? Est-ce qu'il faut être humain ou pas? Quand on a accepté aussi sur le territoire algérien et avec une grande fierté les populations subsahariennes qui vivent tranquillement en Algérie, on avait vu à l'époque des images dans un Sahara vide, il n'y a rien. Ah ouais, les Algériens, ils laissent mourir les Africains. Pourquoi nous ne sommes pas des Africains, nous? Nous sommes aussi des Africains. Donc il y a des mots, nous sommes dans une guerre cognitive, il y a des mots qu'il faut éliminer. Quand on parle de l'Algérie et on parle des Africains, il y a déjà quelque chose qui sonne faux, parce que nous sommes des Africains aussi. Et quand on parle on laisse mourir les gens dans le Sahara, qu'on aille un peu dans le nord, il y a 1 million de Nigériens qui vivent en Algérie. Alors, il y a plein de choses qui se passent contre l'Algérie. Et pourquoi? Nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il y a une désinformation. C'était valable pour le Mali, c'était valable pour le Burkina, pour le Niger, pour pas mal de pays. Mais quand il s'agit de l'Algérie, ça devient une parole d'évangile. Donc le Sahara occidental, une fois pour toutes, j'espère qu'on a compris ça, ne concerne en aucun cas l'Algérie. C'est la frontière de 19 kilomètres qui concerne l'Algérie. Et le problème des Sahraouis est un peuple qui subit, on lui a spolié ses terres, et le Maroc est un outil occidental. Si on n'a pas compris ça, qu'on aille chercher aussi l'opération Safari Club. Et qu'est-ce que cette opération a fait
contre les Africains. Tous les Africains, à commencer par les Algériens. Et le terrorisme, comment il est arrivé chez nous. Et par le territoire sahraoui. Donc j'espère que cette histoire du Sahara occidental est close. Merci. On va aller au standard retrouver M. Massaga depuis le Bénin. Si vous êtes avec nous, bonjour, bienvenue. Merci bien, bonjour. Bonjour Foyou, bonjour au plateau. Merci pour le travail gigantesque de libération du continent que vous faites. Et toutes les fois que Dieu vous accorde le souffle de vie. Merci. Alors, je voudrais directement m'adresser à la grande sœur Linda Labawi et pour la remercier pour son argumentaire et proposer que nous fassions plus simple. Parce que son argumentaire est hautement théorique et moi je veux pour le commun du mortel une argumentation plus pragmatique. Il est clair aujourd'hui que ce qui arrive à l'Algérie face à la France ne doit pas être soutenu par les Africains au profit de la France, mais plutôt qu'au profit de l'Algérie. Parce que l'Algérie en Afrique, nous sommes africains, nous avons besoin de l'Algérie. Et ça ne nous empêche pas de faire remarquer que l'Algérie est comme un homme à plusieurs partenaires. Je ne veux pas dire polygame, je dis partenaire. Quand il est en difficulté avec l'une de ses partenaires, il se rabat sur l'autre. Et il le fait de façon continue. Lorsque l'Algérie se sent à l'aise dans ses accords commerciaux, dans la destruction du Mali, du Niger, à son profit, en accord avec la France, l'Algérie se sent à l'aise. Il ne faut pas porter gants pour le dire. Lorsque l'Algérie est allée jusqu'à accepter la partition du Mali à travers l'accord de l'Alger, et je crois que la position est claire. Aujourd'hui que ça ne va pas entre la France et l'Algérie, je crois que c'est l'occasion pour l'Afrique de récupérer l'Algérie de façon définitive pour qu'elle soit la locomotive pris que pour le renvoi définitif du colon. Au lieu de jouer à l'unijambiste qui revient, qui se redresse, non, l'Algérie doit avoir une position claire. Et je voudrais demander à la grande sœur Linda, à travers le lobby algérien, que la politique algérienne, je suis aussi convaincu de ce que le peuple algérien et africain se le reconnaît, mais la politique des dirigeants algériens n'est pas aussi propre que la grande sœur Linda Labawi de la présenter. C'est d'ailleurs pourquoi l'Algérie a donné des injonctions au Niger pour que le gouvernement de transition le voter à un gouvernement civil en 6 mois. Lorsqu'un voisin a des difficultés, je crois que la guerre de l'Algérie pour l'indépendance de l'Algérie, le Mali a fortement soutenu l'Algérie. Et ce soutien devait être remboursé au Mali. Lorsque le voisin a des difficultés et que vous lui donnez vous lui faites des injonctions, ça veut dire que vous le plongez. Corriger des erreurs dans la précipitation conduit encore d'autres erreurs. Et cette analyse, on ne doit pas manquer de la faire. L'Algérie est partenaire en qui l'Afrique devait avoir entièrement confiance. Mais l'Afrique a observé des comportements de l'Algérie tels qu'aujourd'hui, on est bon, demain, on est moins bon, après, demain, on devient le pire ennemi. Et ça, l'Algérie ne devait pas avoir cette attitude. Et aussi aux Africains de ne pas avoir la même attitude que l'Algérie qui hier a joué à ce jeu et au profit de la France, mais qui aujourd'hui est en difficulté avec ce partenaire qui l'épaulait pour la partition du Mali. Donc l'Afrique doit entièrement soutenir l'Algérie, lui montrer sa solidarité pour que demain,
leur attitude ne frotte pas, ne tape pas à la porte de l'Algérie. Voilà ce que je voudrais faire remarquer et demander au grand frère Henri Atangana de se lâcher et de faire des analyses comme il en a l'habitude. Il ne serait pas utile pour lui de caresser Linda dans le sens des poils puisque ça ne nous arrangerait pas. Ce qui nous arrange aujourd'hui, c'est la guerre entre nos ennemis. L'Europe est en perte de vitesse. L'Afrique doit profiter. Et l'Algérie doit se libérer définitivement de ces velléités-là de soutien aux colons pour avoir ses intérêts. Non. L'Algérie peut avoir ses intérêts avec ses frères africains. Les ressources africaines, je prends le cas de l'AES, peuvent être judicieusement exploitées par l'industrie africaine, notamment algérienne aussi, au lieu de jouer au jeu du chat et de la souris avec l'Afrique. Donc, que le frère Atangana se libère et qu'il sache qu'il est un grand géopoliticien et qu'il dise ce qu'il a dit, il sera écouté par ceux de droit. Merci beaucoup, For You. Bientôt, ça va être la victoire de l'Afrique et on n'a pas à reculer. Merci et agréable journée. Merci à vous, M. Massaga, depuis le Bénin. Un autre appelant au standard. Bonjour, bienvenue. Un autre appelant au standard. Bonjour, bienvenue. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur. Oui, veuillez baisser votre émetteur, votre récepteur. Là, maintenant, communiquez tout simplement. Vous ne pouvez pas vous écouter en même temps. Autre standard, autre appelant au standard. Bonjour, bienvenue. Allô? Oui, en fait, je voulais dire par rapport à l'Algérie. Moi, je dirais que l'Algérie a eu tout ce qu'il avait avec la France. Parce que l'Algérie voulait faire le jeu des Français, en fait, en hébergeant les terroristes, en fait, contre le. Et en faisant ça, en fait, l'Algérie espérait avoir le soutien de la France, en fait, sur le Sahara occidental. Et dès lors où la France a reconnu que, en fait, la souveraineté du Sahara était exclusivement, en fait, le Maroc avait l'exclusivité sur le Sahara occidental, en fait, il a rebroussé chemin pour essayer de venir, en fait, au contact avec les Maliens. Les Maliens les Africains doivent être actuellement, en fait, très intelligents par rapport à leur politique de souveraineté. L'Algérie n'a jamais été du côté du Mali. Par contre, dans l'histoire, le Mali a aidé l'Algérie pendant la guerre des indépendances. Et ça, en fait, c'est une honte parce que l'Algérie, c'était le moment, en fait, l'Algérie de la monnaie de sa pièce. Maintenant, en fait, nous soutenons, en fait, le Mali. Et il faut que les Maliennes, en fait, il faut que la population malienne soit consciente que l'Algérie ne va jamais faire le jeu, en fait, des Maliens. C'est ce que je voulais dire. Et un petit bonjour à Roulé. Merci beaucoup. Merci également à vous. S'il y a un autre appelant au standard, nous allons vous prendre à travers notamment les codes d'accès qui sont affichés. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Et mon grand frère Tangana, bonjour. Oui, je vais me prononcer sur la première thématique là, par rapport au sommet sur l'Ukraine qui était notre. Oui. Sommet qu'on peut qualifier de. Je ne sais pas. Le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie a qualifié cela de sabbat russophobe, qui voulait battre les Ukrainiens. Oui. J'ai dit ça.
Le sommet, ce qu'on a retenu du sommet, c'est que le président Macron, comme à son habitude, dans les décisions, je sais, rigolotes, oui, a dit qu'il fallait que l'Ukraine prévoie, il fallait que ce sommet, que pour l'Ukraine, il devait avoir, au sortir de ce sommet, un cessez-le-feu qui devait durer 1 mois. Un cessez-le-feu qui devait durer 1 mois pour les gens qui prétendent vouloir la paix. Or, ce sommet de feu qui devait durer 1 mois, ça devait se passer ça devait se faire dans les airs et dans les mers. Voilà. Et or, pour le président Poutine, il ne peut y avoir un cessez-le-feu à court terme, c'est petit. Et tout le monde là, tous ceux qui sont véritablement pour une cessation de cette guerre sont favorables à cela. Donc, un cessez-le-feu pour 1 mois, je ne sais pas quel est l'objectif, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on n'attendait rien, décision qui peut sortir de là. Oui. Simplement, on constate que c'est l'Europe qui est à l'agonie. Voilà. Aujourd'hui, on voit beaucoup les États-Unis qui menacent, en fait, qui ont des vérités de ne plus fournir une aide considérable à l'Ukraine. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que le président Trump, via le journal New York Times, il va prendre une décision concernant la fourniture, concernant l'arrêt, suspension des fournitures d'aide militaire à l'Ukraine. Oui, je pense qu'il va prendre cette décision aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on constate que l'Europe est de plus en plus en agonie. En fait, l'Europe est hors jeu, il faut dire ainsi, hors jeu. Et comme ça ne suffisait pas, vous savez que depuis un bon bout de temps, il s'est dit que les États-Unis veulent sortir de l'OTAN, mais pas que, mais également des Nations Unies. C'est très. D'ailleurs, je pense que Trump, Elon Musk l'a encore rappelé hier, qu'il était temps que les États-Unis quittent l'OTAN et l'ONU. Chose que le président Trump partage. Donc aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas, ferait mieux soit en fait, le peuple ukrainien ferait mieux de voir comment ils peuvent dégager ce monsieur de Zelensky là, ce comédien là. Oui, je pense que là, c'est terminé. Il n'y a plus rien à espérer là. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Oui, merci. Merci à vous, cher monsieur. On va encore aller au standard. Bonjour, bienvenue si vous nous recevez. Bonjour, vous m'entendez? Allez-y. OK. Merci, call center. Bonjour, Monsieur Noir. Je salue Monsieur Atangana, Madame Naoui. Je vais donner mon petit point de vue sur votre thématique que je trouve assez intéressante. Je comprends l'attitude de beaucoup d'Africains sur la réaction des Africains sur l'attitude de l'Algérie. Mais avec tout ce qu'elle est en train de subir, je pense que le gouvernement algérien en place a pris conscience qu'on ne coopère jamais avec l'Occidental comme étant un partenaire ou ami fiable. La preuve, on a vu ce qui se passe actuellement en Europe de l'Est avec l'opération spéciale de M. Poutine contre l'Ukraine et le revirement de situation de la part même des sponsors officiels de cette guerre qui n'est autre que les USA. Et Zelensky se retrouve dans une situation très embarrassante où il n'a pas d'autre choix que de capituler parce que l'Europe de l'Est, elle seule, ne peut rien faire, même si M. Macron essaie de gonfler le torse en disant que nous allons utiliser la situation nucléaire en faisant partager à nos partenaires européens. Bon, ça, en fait, c'est les discours, hein, parce que sur le terrain, tu as 280 balles, 4800, peut-être 5000. Je ne sais pas quel genre de guerre tu veux faire. Donc, les vrais experts même qui regardent ça disent que Macron est dans un PlayStation. En revenant sur l'Algérie, je vois que le ministre des Affaires étrangères essaie de taper du poing sur la table pour mettre la pression sur l'Algérie, mais c'est une très grave erreur, une très, très grave erreur, parce que je ne sais pas si le gouvernement fait prendre conscience des enjeux géostratégiques, géoéconomiques, géopolitiques, de ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis de l'Algérie. Non seulement
L'Algérie a des accords gaziers avec certains pays de la Méditerranée. Je parle d'Italie, Espagne, de Portugal, et puis même la France. Mais aussi, l'Algérie discute le temps à son niveau, puisque du côté de la fourniture du gaz russe, c'est un peu compliqué. Ça va encore davantage rendre la situation très complexe. Troisième chose que je voulais beaucoup souligner, j'ai fait cette simulation à supposer que la France prenne des résolutions fermes vis-à-vis de l'Algérie par rapport aux accords d'Alger d'Évian qui ont été signés et des accords secrets qu'on ne nous dit jamais. Et je comprends pourquoi les Algériens bafouent la France comme ils veulent sur le territoire. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites, non dites. Il faut le courage d'expliquer. Ils ne peuvent pas le faire. Je parle de l'État français. Donc, si l'Algérie prend la décision d'interdire tout survol de la compagnie française sur son territoire, ça va être une grosse catastrophe pour la France parce qu'elle peut pas passer par la Libye, c'est trop risqué. Si elle va passer par le Maroc, elle sera obligée de contourner la Mauritanie et tout ça, etc. Donc, ça va être encore un clash économique vis-à-vis de sa compagnie chérie. Donc, vous voyez, les gens essaient de faire une sorte de bras de fer, mais ils n'ont pas la force. C'est comme quelqu'un qui va à une compétition de bras de fer et il sait bien qu'il n'a pas bien musclé son corps et il dit qu'il va affronter quelqu'un qui s'est déjà aguerri. Et l'Algérie est aguerrie. Je ne défends pas l'Algérie, mais je dis, connaissant le fonctionnement de ce gouvernement, les gens le voient un peu mou. Je reconnais qu'il y a eu des erreurs par rapport aux accords d'Alger pour le conflit du G5 Sahel. Mais ils peuvent se racheter et ils sont en train de le faire. Mais on observe tous, on regarde bien comment ils vont réagir vis-à-vis des attentes des Africains, qui les regardent parce qu'ils sont aussi africains, quoi qu'on dise. Et surtout, qui montrent vraiment patte sur le mouvement de changement et du nationalisme africain que nous sommes en train de faire. Sinon, faute de quoi, on va considérer ce pays comme un pays traite. Voilà. Et ce ne serait pas une très bonne chose que ce soit divisé des convictions politiques, mais elle doit plutôt être unie dans la conviction du combat contre le colon. C'est quoi qu'on dise, au moins l'Algérie reste toujours l'endroit phare de la France. Et si elle devient radicale, eh ben, c'est un genou de la France qui sera complètement coupé. Et ça, la suite, on la verra dans les conséquences qui vont venir. Merci beaucoup, Foy Media. Thank you so much. Bye. Thank you so much for your being here. On va encore aller au standard prendre cet autre appelant. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Vous aussi, on nous l'espérons. Vous allez bien, Foro Média, ça va? Allez-y, merci. Je voulais faire une intervention à propos de l'Algérie. Vous savez, Madame Linda Larbaoui était à Afrique Média. Elle a été coincée là-bas, c'est pourquoi elle a fui pour venir à Port-Média. La dame là doit faire très attention. Parce que c'est pas bon, quoi. Moi, en 1999, on partait pour la Mecque. En Algérie, on devrait changer d'avion. Ils nous ont bloqués. L'Algérie a toujours fait des trucs pour bloquer le Mali. Et Madame Linda Larbaoui, vous devrez savoir qu'il y a un Dieu qui vous écoute, qui est là. Ce que vous dites là, c'est pas tellement bon. En tout cas, je ne vais jamais supporter la France sur l'Algérie, mais l'Algérie supporte la France contre les Africains. Un Arabe n'a jamais aimé un Africain. Avant la colonisation, c'est les Arabes qui ont fait d'abord l'esclavage des Noirs. Ils ont fait des esclaves. N'oubliez pas ça. Donc, vous voulez dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La Polygarie, c'était la partition du Mali. Et maintenant, l'Algérie va déposer une plainte à l'ONU contre le Mali. Que le Mali tue ses enfants. C'est une aberration. Vraiment, je vous en prie, c'est une aberration. Vous étiez à Afrique Média, vous avez été bloqué. Même à Afrique Forum Média, le docteur Sango vous a bloqué une fois. Tout le monde le sait, ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose, je vous en prie. Les gens ont les yeux ouverts maintenant.
vraiment, je vous demande de changer. Nous n'allons jamais supporter la France contre l'Algérie, quel que soit Alpha, parce que l'Algérie se trouve un territoire africain. Mais on dit maintenant l'Algérie arabe. C'est ce qu'on dit. Avant que les Blancs ne viennent, il y avait les Berbères, ce n'étaient pas des Arabes, c'était des Noirs. Mais on sait comment ils sont traités. Donc vraiment, Afrique Média, vraiment, on vous remercie pour ouvrir les yeux des Africains. On vous remercie. On ne finira jamais de vous remercier. Bonne continuation. Merci. Merci à vous. On peut sentir des tensions dans des échanges au regard de certains positionnements, mais nous allons certainement vers une phase là où l'Afrique doit se libérer de ces colons impérialistes-là. Et c'est bien sûr ce cas-là que nous voulons, une unité africaine, une force africaine qui vise la souveraineté, aller directement pour faire face aux colons. On peut comprendre qu'il y a eu des blessures de par le passé, mais l'occasion n'est pas ici de venir ressasser cela ou encore moins d'adresser des propos à l'endroit de nos invités, des propos qui ne seraient pas du tout jugés bons. Je le dis d'ailleurs d'avance, si je me rends compte qu'un de nos invités se sent heurté par les propos des appelants, alors que nous voulons des discussions qui amènent à une contribution pour notre société afin qu'elle soit éveillée, je demanderai au standard de couper la ligne pour cet appelant et prendre un autre. Nous voulons qu'il y ait des discussions saines, nous voulons qu'il y ait des échanges, même s'il y a des blessures. On peut rappeler des faits historiques, mais le plus important, c'est d'aller vers l'évolution. Merci. On va aller au standard. S'il y a un autre appelant, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Salut. Concernant l'appelant de tout à l'heure, je ne sais pas si bien pour être quelqu'un sur le plan. Je vais faire ces analyses sans pouvoir poser vos invités. Là, moi, ça m'a pas très plu. Et ceci étant dit, justement, concernant l'Algérie, nous savons que l'Algérie n'est pas très pragmatique concernant sa politique vis-à-vis des Africains. Oui, peut-être il peut y avoir ceux de l'Afrique subsaharienne qui habitent, qui logent sur le territoire algérien, comme vient de dire votre invité, mais la politique algérienne est un peu bizarre au niveau du continent africain. Parce que, observez-vous bien, cette Algérie-là, je peux dire peut-être qu'il connaît un peu de la technologie, ne se déploie pas grandement vers l'Afrique subsaharienne. Elle reste toujours recroquevillée sur elle et est toujours regardant vers l'Afrique du Nord et puis vers l'Europe. Ce qui fait problème. Souvenez-vous aussi, certaines informations nous parlent aussi disant qu'il y a aussi les Américains qui travaillent, il est bien vrai, ça c'est dans le domaine commercial, qui travaillent en Algérie, qui ont des sociétés en Algérie. Justement, c'est tout bien, nous disons pas non, mais il y a ce qu'on appelle la politique catholique que nous ne comprenons pas bien de l'Algérie. Parce que je pense que l'Algérie ne veut pas hésiter sur les moyens quand il s'agit d'un pays africain. L'exemple du Mali nous en parle beaucoup. Mais nous ne voyons pas l'Algérie se déployer en tant que leader, disons, sur le plan continental africain. Et si l'Algérie vraiment se déploie de manière pragmatique vers le subsaharien, je pense que l'Algérie devait en gagner plus que ça. Bon, mais plus que nous, ils sont un peu c'est-à-dire les Africains. C'est là qui cause problème. Il faut sortir carcan de racine-là et comprendre que l'Afrique a besoin d'un leader qui doit traîner sa locomotive très loin pour être vraiment très pragmatique. Si elle n'est pas pragmatique, là, ça devient un problème. Et s'ils vont comprendre les lobbies américano-occidentales, ça devient un autre problème. L'Algérie doit être l'Algérie que nous connaissons d'antan. Bon, mais au niveau africain même, l'Algérie, bon, ça devient un peu, si aujourd'hui, ça devient un peu bizarre, c'est ça qu'on critique face à l'Algérie. L'Algérie doit être l'Algérie elle-même, puisque voilà, des données qu'on nous parle, des grands Algériens, des ingénieurs algériens, qui peuplent la France, près de 9 millions. Imaginez-vous si elle se déployait sur le continent africain, puisque l'Afrique est à reconstruire, l'Algérie en sortirait très grande, très grande. L'Algérie, j'ai lu quelque part que l'Algérie connaissait aussi
se lancer vers l'Afrique subsaharienne et aider l'Afrique subsaharienne à raffiner son pétrole. C'est de ça qu'il est question. On veut la politique pragmatique de l'Algérie et c'est de ça que l'Afrique subsaharienne en a besoin. C'est ça que je pense que le problème ukrainien, bon, moi, particulièrement, j'ai l'impression que beaucoup disent que l'Europe est affaiblie. Moi, je ne pense pas que l'Europe est affaiblie. Comme disait Ouattara, attendons voir ce que va donner la réunion qu'a effectuée l'Union européenne en Angleterre. Voyons voir ce qui va en sortir de là. Bon, et là, peut-être, nos analystes. Monsieur. Merci pour votre contribution. On va repartir au standard parce que nous reviendrons dans quelques minutes pour les conclusions de fin, mais on va encore rester au standard pour un moment. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je dis bonjour à vos panélistes, à vos copanélistes. Et je voulais intervenir sur le problème de l'Algérie. Je suis Christ de Côte d'Ivoire et je dirais un petit mot sur l'Ukraine et puis les États-Unis. Ok. Bon, j'ai l'impression que nous, les Africains, nous avons la mémoire très courte. Nous ne réfléchissons pas loin. Ce que dit Madame Larbaoui, elle n'est pas sur le superficiel. Moi, à mon avis, si les Africains se rappellent bien de notre histoire, rappelons-nous la période de Ben Bella, dont l'avion a été détourné par les Occidentaux, par les Français. Rappelons-nous de Boumedienne, rappelons-nous de Chadli Bedjedine qui a été dans le FLN. Mais rappelons-nous de tout cela. Et l'Algérie a été soutenue par le Mali, bien sûr, parce que la base arrière du FLN était au Mali. Mais rappelons-nous du début de la crise du Mali et la France. Qu'est-ce que l'Algérie a fait sans intervenir directement? L'Algérie a fermé l'espace aérien. Mais voyez cet espace, il est le plus court pour arriver sur le territoire malien. Dès qu'ils ont fermé l'espace aérien algérien, la France a eu des difficultés pour le survol. Et quand le Mali a fermé son espace aérien, ça crée encore des difficultés. N'oublions pas cela. Le Sahara occidental, depuis des années, le Sahara occidental est toujours occupé par l'ONU. D'où viennent ces armes? Comment se fait-il que les Américains sont battus en relation avec le Maroc? Et puis le Maroc veut le Sahara occidental. Mais c'est un État africain. Si le Sahara occidental a participé à la création de l'OUA, c'est un État africain. Il faut qu'on reconnaisse son indépendance. On ne doit pas reconnaître la puissance du Maroc sur le Sahara occidental. Et la France a quel droit pour dire que c'est le Maroc? L'Afrique n'appartient pas à la France pour qu'elle décide de l'appartenance d'un territoire à un État, un autre État. Donc vraiment, nous avons raison de garder. Madame Larbaoui, elle donne des éléments de preuve. Nous n'avons qu'à partir faire ces recherches-là. Ne soyons pas, parce que nous, ceux qu'on dit les Français sont, les Algériens sont contre les Africains, mais quels sont ceux qui ont fait tomber Benzedine, Ben Bella, Boumedienne dans le temps à ce niveau-là? Donc, il y a ce côté-là. Donc, il ne faudrait pas qu'on aille contre quelqu'un sur la plateforme, on cherche à voir la profondeur de son idée. Deuxièmement, l'OTAN a été une création contre le pacte de Varsovie. Mais le pacte de Varsovie a disparu depuis très longtemps. Pourquoi l'OTAN existe? Donc je pense que ce que Poutine a fait avec l'opération spéciale, il a amené les Occidentaux à comprendre que l'OTAN qu'ils avaient là n'était qu'un pion américain pour qu'ils comprennent. Aujourd'hui, ils commencent à comprendre. Les Américains les ont doublés. Les Américains, c'est quand on parle des Anglais qui veulent avoir des parts, mais les Américains ne sont que des descendants des Anglais, des Anglo-Saxons. Et donc cet esprit de conquête-là, ils l'ont toujours. Donc, ce qui s'est passé à Washington avec Zelensky, je pense que c'est une mise en scène et ils veulent nous montrer réellement leur puissance.
envoyé un président devant les journalistes et puis parler sur lui. Et il a été accueilli à son arrivée par le président Trump, mais il était raccompagné par une officielle, c'est pas le président Trump qui a accompagné à son voiture. C'est la même chose de la dernière fois qu'on a fait au président français. Mais quand le président russe a reçu le président Macron dans l'OTAN avec une table de 10 km entre les deux, c'est comment dirais-je, le non-respect de l'autre. Donc on sent que les Américains, ils avaient le pied au-dessus. Ils sont en train de casser l'OTAN, de créer une autre plateforme pour essayer de changer la notion de multipolarité dans le monde. On espère qu'on n'arrivera pas là. Merci bien et bonne journée à vous. Merci à vous, Christophe, depuis la Côte d'Ivoire. On prend cet appel, on sera le dernier, puisqu'il va bien falloir qu'il y ait des réactions avant que nous puissions conclure cette émission. Au standard, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Ce qu'ils sont en train de dire là, par rapport à l'Algérie et la France, là, vraiment, moi, ça me fait honte que la dame, la Barbie là. Parce que si il y a la paix entre la France et l'Algérie là, il n'y aura pas de paix au Mali. S'il y a de bonnes relations entre l'Algérie et la France, il n'y aura pas de la paix au Sahel. Parce que l'Algérie et la France qui complotent contre nous. Et tous les Arabes là même, ils ont contre les Noirs. Il n'y a pas un pays arabe là que l'Union européenne n'a pas payé l'argent là et là par an pour contre l'immigration africaine. Il y a beaucoup d'Africains là qui passent pour aller en Europe. Plupart là ont passé les pays des Arabes avant de rentrer les mers. Mais c'est eux là qui torturent tous les Noirs là-bas. Si il y a la paix entre la France, nous, en tout cas, moi, je ne souhaite pas qu'il y aura bonne relation entre la France et l'Algérie. Tant qu'il y a la paix là-bas, nous, on ne peut pas dire qu'on va gagner les guerres qui est avec nous là. Parce que tout cela qui soutient l'Algérie, la France et les terroristes, et la France et l'Algérie qui soutiennent les terroristes. L'Ukrainien là qui l'a dit un temps là, ils ont aidé les terroristes là pour frapper les armées maliennes et les armées russes là à Tezawaten. Ils ont quitté où? Qui leur a donné les moyens pour avec l'information? C'est l'Algérie. Et puis, vraiment, c'est pas l'appel. Et puis, ce qu'ils sont en train de faire, les réunions là qu'ils sont allés faire, comment ça s'appelle là, avec les Européens là. Sans l'Américain là, ils sont en train de perdre leur temps là-bas. Si l'Amérique n'a pas d'accord quelque chose là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est faux, c'est faux choses là qu'ils voulaient aller faire là-bas. Bonne journée et bon travail tous les forums médias. Merci. C'est Amadou Traoré Ouagadougou. Merci à vous, Amadou Traoré, depuis Ouagadougou au Burkina. C'était bien sûr le dernier appel en Linda. Nous allons relancer avec vous pour des réactions, bien sûr, parce que nous allons conclure cette séquence avec Henri Tangana. Plusieurs fois, quand vous comprenez le fond, il y a des blessures, des Africains, vous avez évoqué ça tout à l'heure, qui avaient un problème de désinformation qui se faisait, mais il y a un précédent appelant, le tout premier, qui avait justement à vous poser des questions aujourd'hui sur la situation, du moins la position de l'Algérie vis-à-vis de la France et de l'Afrique, parce que cette Algérie n'a pas toujours assumé son leadership, alors que si elle le faisait aujourd'hui pour être davantage récupérée par l'Afrique, un peu comme on a vu le président Tebboune lors du 38e sommet de l'Union africaine, ce sera une bonne chose pour finalement faire front commun face à l'oppresseur impérialiste colon. Voilà. C'était M. Massaga depuis le Bénin. Écoutez, je remercie un monsieur qui a dit « Nous avons la mémoire courte ». Quand l'Algérie a sombré dans le terrorisme, à part la Tunisie, tout le monde a fermé ses frontières. On nous a laissés tout seuls dans la bataille.
Et les Algériens disaient attention, terrorisme, attention, terrorisme. C'était du terrorisme international qui a commencé à se propager. Abou Mus'ab al-Souri, qui lui a déclenché ça, c'est pas un Algérien, il s'appelle bien Abou Mus'ab le Syrien. Il y a eu Atiyatullah le Libyen, il y a eu tous ces gens-là se sont retrouvés en Algérie à tuer de l'Algérien. 250 000 morts. Et l'Afrique nous a lâchés. L'Afrique nous a lâchés. On n'est pas là pour faire les comptes. Quand 250 000 morts, toutes les frontières fermées, toutes les frontières, à part la frontière tunisienne, même la frontière libyenne. On a payé le prix, l'Algérie est revenue de loin, c'est très bien. On accuse l'Algérie d'avoir propagé le terrorisme en Afrique. Qu'on aille voir un petit peu l'opération Safari Club, c'était quoi? Et qui était la base arrière du terrorisme? C'est le Maroc. C'est le Maroc. Je ne le dis pas en donnant des fausses informations. Jamais je ne suis venue sur un plateau pour donner des fausses informations. Afrique Média, j'ai quitté pour la simple raison qu'ils sont rentrés dans la propagande et dans l'attaque contre l'Algérie. Je défends l'Algérie parce que c'est mon pays, mais je défends aussi l'Algérie parce que je connais les enjeux. Quand je dis aux Africains, à tous les Africains, notamment les Algériens, c'est à nous de faire face à cet Occident, il y a cette proximité qui joue un rôle très très important. Mais il y a aussi la puissance de la diaspora algérienne qui joue un rôle important. L'histoire des accords par rapport à l'aviation et comment les gens se sont retrouvés bloqués, et bien justement, c'était pendant les années du terrorisme où la France, suite à l'avion qui avait été détourné, elle a retiré à l'Algérie toute transaction internationale sans passer par elle. Donc, il y a des choses qui sont méconnues certainement, mais moi, je ne pars pas de maintenant, je pars d'avant. On va partir depuis l'histoire du Mali. Eh bien oui, merci monsieur d'avoir rappelé que l'Algérie a fermé son espace aérien pour ne pas qu'il y ait des attaques contre le Mali, mais l'Algérie a également payé les premières armes pour le Mali. C'est de l'argent du contribuable algérien qui a permis à l'armée malienne de s'équiper. Ça, on l'oublie. Et le Niger, c'est pareil. Les drones qu'ils ont eus, toutes les premières armes qu'ils ont eues, et puis les formations aussi qu'ils ont, eh ben, ils ne payent pas leur formation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce projet gazoduc, il y a eu plein de choses. Le gazoduc qui devait passer par le Maroc, c'est des chimères, 14 pays. 14 pays, on termine les négociations en 2050. C'est pas possible, ça. En plus, il y a l'histoire du Sahara occidental qui est un territoire non autonome, donc colonisé. Et l'espace aérien du Sahara occidental est fermé. Donc, il y a l'espace aérien et maritime. Ça dépend de l'Espagne, qui est l'ancien occupant. Il ne dépend pas du Maroc. Ça aussi, c'est des informations qu'on peut vérifier. Donc, l'Algérie subit, mais si nous avons les Occidentaux sur le dos et toute l'Afrique confondue sur le dos, il faut se remettre en question. L'Algérien, où est-ce qu'il va? Où est-ce que nous allons, hein? Sans nous, est-ce que vous pouvez vous libérer? Mais impossible. Impossible. C'est pas que nous sommes des surhommes. Non, c'est faux. C'est parce que l'Algérien travaille, et il travaille dans le sens où il a libéré son pays, où les matières premières algériennes, elles ne sont pas exploitées par la France. L'armée algérienne s'équipe chez les Russes en premier, chez les Chinois en second. On n'achète pas un boulon chez les Français. Donc, d'où cette histoire que l'Algérien est resté lié à la France. D'où vous avez cette information? Ce n'est pas possible. Si nous sommes dans Aujourd'hui, ce n'est plus le bras de fer. Le bras de fer a commencé avec la guerre des sables. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre hybride. Voilà ce que subit l'Algérien. On a ramassé tous les influenceurs algériens il n'y a pas longtemps. Ils se sont retrouvés condamnés, tout ça, parce qu'ils défendent l'Algérie, défendent de l'Afrique. Donc, continuez à être contre l'Algérien et puis vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est tout. Vous êtes trop loin pour pouvoir vous défendre et vous n'avez pas les moyens. Il y a 4 millions de toute l'Afrique confondue qui vivent sur le territoire algérien, qui sont scolarisés gratuitement, qui se soignent gratuitement et qui vivent en paix. Pourquoi on ne voit pas ce côté-là de l'Algérie? Pourquoi? En Algérie, on ne parle pas de migrants. C'est un mot qui est interdit. On parle de citoyens africains.
Donc, et puis, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Il y a un tiers de la population algérienne qui est noire. Regardez des films sur Ain Saleh, sur Adrar, donc il y a pas. L'Algérie représente l'Afrique plurielle, l'Afrique multiethnique, et elle représente aussi le peuple qui est contre le colonialisme occidental, puisque pour envahir l'Afrique, en 1830, ils ont commencé par nous. Actuellement, la télévision algérienne, vous pouvez aller dessus, même si c'est en français, ils font pas mal de documentaires sur tout ce que la France a fait sur le continent africain, notamment en Algérie. Donc arrêtez d'aller chercher vos informations sur des journaux, dans des journaux marocains gérés par les Français comme France-Afrique et compagnie, tout ça. Arrêtez d'aller chercher les informations chez les Émiratis qui ont déclenché une guerre au Soudan, une guerre au Somalie, pour piller le continent. Et puis au niveau du Mali, c'est M. Chogal Gogalamaïka qui a été limogé. Hein. Et c'est lui. Allez lire les accords d'Alger. Le premier article, l'intégralité du territoire malien. L'intégralité. Les gens ne lisent pas. Et puis ils viennent, ils interviennent, et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. On se bat pour essayer de réveiller les esprits, mais dès qu'il y a un pays africain qui est dans la difficulté, on l'a vu pour la Libye également. Hein. La Libye, il y a pas mal de pays qui ont dégommé la Libye, et ben voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, quelle que soit la politique de Kadhafi. Moi les chefs d'État, je ne les reconnais pas, je reconnais les peuples. Et je sais pertinemment que pour faire face à l'Occident, c'est le peuple algérien, puisque c'est lui qui a subi en premier, avant la colonisation. Il a subi aussi par rapport à l'esclavage. Nous avons subi par la proximité géographique qui joue un rôle très, très important dans ce qui est en train de se passer. Merci. Merci à vous, Linda. Merci à vous également. Bonne journée. Henri, votre réaction et qui servait également de voie de sortie au cours de cette mission et puis de ce sujet entre la France et l'Algérie. Vous avez écouté les appelants qui ont donné des points de vue divergents, mais surtout certaines pensées qui sont en forme de blessures. Prenons que l'Algérie, qui est un pays arabe, a souvent eu à traiter différemment les autres Africains qui ne se considéraient pas comme c'est le cas, allant même jusqu'à toucher même un point que j'ai jugé trop sensible, que les Arabes n'aiment pas les Africains, mais quelque part aussi, il y a des faits qui sont réels, il y a une autre vérité qui n'est pas certainement connue. Votre réaction, Henriette Tangana? Oui, mais c'est quoi le débat? Vous m'invitez sur un sujet pour parler des tensions entre la France et l'Algérie. D'où vient-il qu'on parle des Africains noirs, là? Donc, c'est quoi le truc? Où on va en venir où pour parler de ça? Bon, je ne suis pas là pour dire n'importe quoi. Si on a envie de faire des débats sur d'autres choses, on fait des débats sur d'autres choses. Pour m'inviter, le sujet est clair. Il y a des tensions actuellement entre la France et l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur français a pris des mesures. C'est ça le sujet des débats. Et on explique les tensions. Vous allez sur la plateforme du Sénat, le Sénat français, un organe officiel. Il dit: la France a récemment reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ce qui a relancé les tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France. Ce sont les sénateurs français qui le disent. Que les tensions ont été relancées entre la France et l'Algérie à partir de cette reconnaissance. Et j'explique que la France avait besoin de cette reconnaissance-là parce que la France soutenait le projet de gazoline Nigeria-Maroc qui passait par le Sahara occidental. Ça, ce sont de l'analyse avec des faits qui n'apparaissent pas, parce qu'on pourrait se demander, mais pourquoi la France a soutenu ça? Quelqu'un d'intelligent va dire, mais pourquoi la France va soutenir le Maroc? Parce que la France soutenait ce projet.
Et ce projet était en concurrence avec le projet algérien, Nigeria, Algérie, Europe. C'est ces deux projets qui étaient en tension. Ce qu'on ne voyait pas. Et on parle du blablabla, blablabla. Enfin, vous parlez n'importe quoi. Voilà les projets géopolitiques avec des enjeux financiers importants qui sont en concurrence et qui créent des tensions. Et de ce fait-là, le projet algérien étant plus avancé, d'abord parce qu'il est moins long, parce qu'il y a plus de trucs, et j'avais expliqué d'ailleurs que le Niger devra arranger ses problèmes de terrorisme, puisque ce gazoduc passe par le Niger. Et il y avait des problèmes de terrorisme dans cette région du Niger et des pays de l'Est. Et j'avais dit, s'ils trouvent un accord, vous n'entendrez plus parler de terrorisme. Nous y sommes. D'où vient-il qu'on parle là de l'amour entre les Arabes et les Noirs? C'est quoi le sujet? C'était pas ça le sujet. Maintenant, si on veut parler de ces sujets, on fait un autre débat. On me dit que je caresse Madame Larbouri dans le sens où je ne sais même pas de quoi elle parle. Moi, j'ai entendu son intervention, rien à voir avec ce que je ne savais pas où elle veut en venir. Donc, j'ai expliqué le pourquoi ces tensions-là. Et dans ces tensions, alors, il y a le ministre de l'Intérieur qui prend des mesures, qui valent ce qu'elles valent. Les visas, à partir des accords qu'il y a eu en 1965, qui ont été révisés parce que la France avait besoin de main-d'œuvre, blablabla. Qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça ne vaut pas? Mais le plus important, c'était que l'Algérie devait demander d'être indemnisée parce qu'il y avait eu des essais nucléaires menés par la France en Algérie. Ça, on n'en parle pas. Et le ministre de l'Intérieur va pour essayer de tordre le bras de l'Algérie dans leurs tensions. Je parle des tensions France-Algérie. D'où vient-il qu'on parle de Noirs africains? Mais c'est quoi cette connerie-là? Bon, moi, la prochaine fois que j'ai ce genre de truc, moi, je ne vais pas partager le même plateau de télévision avant les gens qui ne savent même pas quel est le sujet. Voilà, je sors par là. Merci à vous, Henriette Tangana. On comprend fortement votre indignation au sujet notamment de cette question algérienne, juste à titre d'éléments indicatifs dans la fuite, bien sûr, des documents qui ont été suggérés par la France à travers le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il y a le ralentissement des procédures d'indemnisation des victimes dont évoquait tout à l'heure Henriette Tangana, évaluées à quelques dizaines de milliers. Selon les médias algériens, des 17 essais nucléaires que la France avait effectués sur le territoire algérien entre 1960 et 1962. Aussi, il faut dire que nous avions comme invité aujourd'hui Henriette Tangana et Linda Labaroui. Les autres, bien sûr, c'était les contributions des appelants, mais qui se feront davantage encore mieux cadrées. Voilà, merci à vous, Henri. Je crois que la tension, elle va se baisser parce qu'on va se retrouver certainement demain pour autre échange sur ce plateau de For You matin. Merci du temps que vous avez accordé pour que les masses soient édifiées, même s'il faut dire que parfois c'est une affaire qui est souvent très difficile lorsque les uns et les autres ont des positions ou bien essayent de penser à d'autres aspects quand tel ou tel point ne les a pas arrangés. Merci, très bonne fin de journée. Merci. Bonjour à vous. Merci également à Linda qui est déjà départie. Amis téléauditeurs, merci d'avoir été les nôtres. Merci à Ligaka sur la réalisation de cette émission ce matin. Nous retrouvons-nous demain pour une autre livraison de For You Matin sur For You Media Africa.